Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un podcast littéraire sur le dernier roman de Fuenquinos intitulé La vie heureuse, sorti en janvier 2024. Ce premier podcast littéraire sera peut-être un peu plus long car je présente également le format, sa finalité en même temps que le livre. Et je vais prendre davantage de temps dans certaines explications. Cette émission littéraire est de type critique. Je vais donc partager mon point de vue sur le livre. Évidemment, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec mon analyse. Ici, le but est double, je dirais. Il s'agit à la fois d'émettre un jugement sur le livre afin de faciliter les choix de lecture de vous, les auditeurs. Est-ce que cela vaut, oui ou non, le coup de dépenser 19 € dans l'achat du livre? Faut-il à tout prix le lire? Est-ce un incontournable de la saison? En deuxième point, il s'agit aussi plus généralement de donner des pistes de lecture et d'analyse qui valent pour ce livre ou bien même pour d'autres, puisque l'on peut retrouver en fonction des œuvres des axes plus ou moins universels, des structures similaires dans la façon d'analyser. Justement, la question, moi, que je me pose en tant que lectrice pour évaluer à peu près la qualité de l'écriture, elle repose sur 3 points essentiels, ces fameux 3 points aristotéliciens: docere, moere, placere, enseigner, émouvoir, plaire, que se doivent de remplir les bons artistes. Et cela s'adapte et fonctionne pour nombreuses œuvres d'art, du moins en littérature, roman, poésie, théâtre. C'est une technique infaillible. Le docere, c'est la question de l'enseignement. Qu'est-ce que, en tant que réceptrice, j'apprends de ma lecture? Au-delà de l'information brute, le docere peut être plus général et être lié à l'apprentissage et l'expérience apportée. Le moere est relatif aux émotions, qu'est-ce que je ressens, et le placere renvoie au plaisir que l'on tire de l'œuvre. C'est en fonction de ces critères principaux que je vais le plus souvent me positionner. C'est évidemment en partie subjectif, je le rappelle, surtout lorsque l'on évoque le moere et le placere. En revanche, pour le docere, malheureusement, il y a quand même un terreau de base, un ciment qui demeure plus objectif. Voici mon regard en tant que critique littéraire au service du magazine. Nous ne sommes pas dans l'article universitaire. Le public, c'est avant tout les lecteurs de Pointe Mag, un magazine général dédié aux arts et à la mode. Pour revenir à La vie heureuse de Fuenquinos, c'est un roman sur la question du bonheur, comme annoncé dans le titre, et plus précisément sur la question du bonheur dans notre société actuelle. Déjà, faudrait-il définir ce que l'on entend par bonheur? L'auteur questionne justement cette image moderne du bonheur, c'est-à-dire, en premier point, quelle est l'image que l'on se fait aujourd'hui du bonheur, qui est transmise à travers les personnages, qui en ont une idée préfabriquée par la société. Le deuxième point repose sur cette question toute simple: qu'est-ce qui fait que l'on est pleinement satisfait de sa vie et dans sa vie? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse qualifier sa propre vie d'une vie belle et heureuse? Il y a donc d'une part l'image, l'attente, la recherche du bonheur et le bonheur vécu en lui-même. C'est ce que l'on suit à travers les deux personnages principaux, Eric Carson et Amélie Martier, qui sont certes satisfaits, on peut dire, contents de leur vie professionnelle, même s'ils veulent toujours plus, surtout Amélie Martier, donc sur laquelle repose cette idée de réussite de la vie, donc de succès, donc de bonheur, mais qui ne sont pas heureux pour autant. Le livre est divisé en 3 parties. Alors, partie 1, le début de la première partie s'ouvre sur l'exposition des retrouvailles entre les deux personnages principaux via la création d'un groupe Facebook d'anciens camarades de lycée bretons, puisqu'ils sont d'origine bretonne. Amélie propose à Eric de travailler au ministère dans sa nouvelle équipe.
S'ensuivent immédiatement donc la démission d'Éric et son entrée sous ses ordres, donc sous les ordres d'Amélie, et la mission importante à Séoul. Cette mission consiste en la signature d'un contrat entre la France et la Corée avec Samsung et l'échec de la mission par la désertion d'Éric. La partie 2 se concentre sur le récit de changement de vie d'Éric qui, après une expérience étonnante à Séoul, lors de leur mission, décide de tout quitter et de changer de vie. Il importe en France le concept du cercueil thérapeutique, une thérapie orientée sur l'expérience d'une mort fictive qui permet de redonner goût à la vie. Donc, il lance son entreprise qu'il nomme Licorice avec succès et il renoue avec les membres même de sa famille. Donc, cette entreprise lui permet même de renouer avec les membres de sa famille, donc de résolver sa situation sentimentale. Il est professionnellement et intérieurement accompli. La partie 3 se focalise sur Amélie dans une analepse qui reprend l'épisode de Séoul et marque le début de la déchéance du personnage sur le plan familial qu'elle a délaissé au profit de ses ambitions. Mais elle est aussi mise à l'écart par sa hiérarchie. Elle se retrouve face à sa propre chute jusqu'à sa nouvelle fonction au ministère. Elle se heurte également à la réalité sur le plan sentimental, lorsqu'ironiquement, un personnage si superficiel qu'Amélie se fait duper par un homme qui mène une double vie. Ces différentes douches froides l'amènent à la thérapie de Licorice qui réunira dans un final les deux personnages. Le sujet du roman sur cette thématique très contemporaine du changement de vie et ses thèmes récurrents, bonheur, burn-out, rupture, illusion. La question que l'on se posera donc, c'est cette approche de l'auteur. Est-ce qu'elle est pertinente? Qu'apporte-t-elle d'original, de singulier, qui va rendre cette lecture du livre mémorable? Le narrateur dresse le portrait de deux personnages très superficiels. Ce sont deux ambitions professionnelles, comme on le comprend très bien dès le début. Ils appartiennent à une classe sociale aisée et sont ambitieux, et cela au détriment de leur vie de famille qui passe en arrière-plan. C'est sur ce point qu'elles se rejoignent. Que ce soit Éric Carson ou Amélie Mortier, ils ont comme idée du bonheur la réussite sociale. Ils choisissent comme moyen d'accès au bonheur donc de gravir les échelons de leur carrière professionnelle respective. L'un travaille dans le secteur commercial et est le directeur du groupe Decathlon après avoir gravi pendant 20 ans les échelons en commençant par être un simple vendeur. L'autre est énarque, mais elle doit quotidiennement faire ses preuves en tant que nouvelle directrice du cabinet du secrétaire d'État au commerce extérieur et elle est chargée de composer une nouvelle équipe. C'est ainsi qu'elle contacte Éric. L'intrigue du roman va se construire autour de ces deux personnages et sur deux plans, professionnel et sentimental. Ce choix de vie professionnelle parachute donc Éric et Amélie dans le gouffre de la vacuité de leurs désirs et relations intimes. Les portraits moraux dressent la fadeur de ces deux personnages, ces deux personnes. Éric est, je cite, un monogame professionnel, pessimiste, nostalgique de la relation avec son ex-femme. Il est effacé par son remplaçant auprès de son fils Hugo. Donc le devoir paternel est substitué par le devoir professionnel. La mauvaise relation avec sa mère atteint son apogée lorsque, fâché, il la quitte le soir du réveillon pour finalement le passer seul dans son lit devant TF1. On a ici un personnage tout à fait Houellebecquien. Quant à Amélie, son obsession de la réussite justifie sa mythomanie manipulatrice et son habilité de pouvoir et de domination. Elle se met ainsi parfaitement comme un poisson dans l'eau, dans le bocal limité d'un monde du travail moderne, où plaire au regard de l'autre, satisfaire la bonne société, est la finalité ultime d'une existence dont la superficialité navrante est en même temps la plus grande faiblesse. Ce sera en tout cas sa plus grande faiblesse. À Amélie.
C'est ainsi qu'elle embarque Eric dans son odyssée séoulienne, lui qui vient de démissionner pour travailler dans son équipe. Hein, et puis elle l'embarque jusqu'au burn-out, qui est également dû à cette relation de domination ambiguë qu'elle instaure entre deux pour finalement se renverser lorsqu'il la laissera seule face à son sort dans la négociation avec Samsung, qui se résolve par l'échec, puisqu'il l'abandonne, il la laisse se débrouiller toute seule. Le lecteur peut se demander pourquoi l'auteur choisit de suivre deux personnages et choisit ce double récit. La justification n'est pas tout à fait visible, si ce n'est qu'il donne... ce double récit donne plus de poids à un mal-être généralisé. Le choix d'un homme et d'une femme semble montrer une forme de volonté d'égalité de sexe dans la société actuelle, que les deux sont autant touchés dans la compétition du monde du travail moderne. C'est peut-être une des raisons, mais ce double récit entraîne une structure bancale. J'y reviendrai plus loin. La structure choisie est à l'image d'une thématique de la rupture. La structure de fond fait la pyramide, contrairement à ce que dirait un Flaubert. Le choix est pertinent car il s'agit de mettre en évidence la rupture qui surgit dans la vie des personnages et correspond au point culminant, l'apogée, la pointe de la pyramide. L'élément déclencheur de l'intrigue, ce sont les retrouvailles entre Eric et Amélie via le groupe Facebook et la proposition de travail qui s'ensuit. La mission de Séoul fait monter la tension entre les deux personnages, mais aussi la pression qu'Amélie impose à Eric en tant que supérieur hiérarchique sur un collaborateur dont le baromètre ne fait que monter depuis 20 ans. Eric et Amélie vivront les conséquences de l'échec différemment, la rupture étant brutale pour Eric, puisqu'il change radicalement de voie professionnelle, mais dans une prise de conscience générale jusqu'au dénouement symbolisé par les retrouvailles entre les deux personnages à la fin du récit. Certains éléments semblent refléter une volonté de l'auteur de mouler à tout prix le récit dans une structure basique, voire même trop évidente à travers une exposition peu crédible, qui est cette proposition de travail d'une camarade de classe peu fréquentée alors, qui sort brusquement d'un anonymat mémoriel. La fin semble également forcée lorsque, par le plus grand des hasards, Amélie lit une annonce dans Le Parisien sur l'Écoris, l'entreprise d'Eric, et décide comme par hasard de prendre un rendez-vous pour le revoir. Mais cette structure pourtant basique semble bancale. Pour revenir à cette question d'inharmonie dans la structure, la partie 1 présente Eric, que l'on qualifierait de personnage principal, plus qu'Amélie, je dirais. Puis, dans le courant de la partie 2, on finit par le point de vue d'Amélie. À la fin de la partie 1, le lecteur apprend en premier lieu l'échec de la mission à travers les yeux d'Amélie, l'auteur commençant par la situation qui semble être la plus dramatique, je pense. Ensuite, la partie 2 commence par le point de vue d'Eric. Le narrateur reprend le récit d'Eric en revivant l'épisode de Séoul pour finir à nouveau sur le point de vue d'Amélie en partie 3, qui oblige le narrateur à créer un effet d'analepse, de retour en arrière. Après le dénouement du récit d'Eric à la fin de la partie 2, le lecteur revient donc à Séoul, à l'épisode de l'échec de la mission, au début de la partie 3. Moi-même, je m'embrouille dans ce méli-mélo. Ces sauts spatio-temporels et de focalisation affectent le dynamisme. Donc moi-même, je me perds dans ce méli-mélo, ces sauts spatio-temporels et de focalisation qui affectent, à mon avis, le dynamisme et les effets de suspense du récit, particulièrement dans ce croisement des points de vue à Séoul, où l'effet de l'apogée du récit d'Eric empathie, puisque le lecteur sait déjà qu'il a déserté son poste de collaborateur et que quelque chose d'inouï est arrivé.
Un autre élément important qui justifie un bon livre, c'est bien évidemment l'esthétique générale. Donc, est-ce qu'elle est en accord avec l'univers planté? Euh, Ce que l'on ne peut absolument pas retirer à ce roman, c'est l'originalité du thème autour de la thérapie du cercueil. Cet usage, aussi connu qu'il puisse l'être en Corée du Sud, est pour le lecteur français, en tout cas, pour ma part, qui suis ignorante de ces pratiques, une information étonnante, même extraordinaire, que l'on suit avec forte attention. Une catharsis naît chez les lecteurs de cette expérience de la fausse mort que l'on vit à travers les différents personnages qu'il expérimente dans le livre. Je me suis complètement mise à la place des personnages et j'ai vécu donc cette expérience de la fausse mort. C'était vraiment très prenant. Il y a également l'apparition de ce personnage secondaire, Raphaël, retraité des pompes funèbres, aux anecdotes intéressantes, et qui s'accroche à son travail en étant, je cite, dans la mort pour repousser sa propre mort. Ironiquement. Alors ce thème fait donc apparaître divers éléments intéressants dans un récit qu'il rend alors plus passionnant. C'est pour moi le seul véritable intérêt que j'ai pu relever. La fadeur du style reflète bien souvent la fadeur des deux personnages, Eric et Amélie. On peut s'interroger sur certains choix de l'auteur d'utiliser certaines formes de discours. Par exemple, on peut questionner l'effet de l'interview sur Eric au sujet de son entreprise Licorice. En effet, qu'apprend-on de nouveau sous cette forme? Un discours apporté aurait suffi. Idem avec plusieurs dialogues. On notera également la platitude de certaines références, comme les exemples de résurrection insérés en catalogue de façon plate. Certaines phrases également relèvent de banalités et de remarques plates. Je cite: Il avait regardé droit dans les yeux la mélancolie. Une autre: Pour le moment, il demeurait pensif, comme si le fait de s'asseoir sur ce banc avait mis un coup d'arrêt à leur conversation. Les mots aussi s'étaient assis. Une dernière: Il y avait dans la modernité comme une volonté inconsciente de vous compliquer l'existence. Et l'on notera la banalité de la conclusion finale qui cherche à justifier l'origine de toute cette histoire par la morale de la coïncidence et du hasard des circonstances. Donc c'est grâce à la chute de cette ancienne camarade en cours de PS qu'elle rencontre à ce moment-là un garçon dont elle tombe amoureuse et que des années plus tard, elle crée ce groupe Facebook pour le retrouver. C'est ainsi que l'ajoute Eric et Amélie de son ancien lycée, et que les deux se retrouvent également. Le lecteur n'est pas idiot, il sait déjà que la vie est faite de hasard et de coïncidences. Cette morale banale s'apparente à de la philosophie de comptoir telle qu'elle est présentée. Pour conclure sur cette question des personnages, ils sont majoritairement fades, assez stéréotypés, notamment les personnages principaux, avides de réussite, délaissant leur vie de famille jusqu'au burn-out. Et ensuite, il y a l'étape donc de la prise de conscience. Dans un monde superficiel, cela peut éventuellement se tenir, mais dans le cours du récit, on découvre d'autres figures secondaires plus intéressantes, comme Raphaël, qui mériterait un approfondissement. Pourtant, le narrateur ne s'attarde pas, c'est dommage. Quant à la structure, elle est à la fois évidente, mais certains croisements freinent la dramatisation et la naissance des émotions. Seul le sujet de la thérapie de cercueil, qui répond bien au Dokere pour en revenir à ma maniaquerie antique, dont je faisais référence. Donc cette thérapie de cercueil, pour moi, c'est le vrai centre d'intérêt du livre. Mais la platitude du style rend malheureusement ce sujet peu remarquable, surtout qu'on est quand même dans une thématique sur le bonheur et le changement de vie et qui est déjà un peu galvaudée dans la littérature d'aujourd'hui. Je dirais donc, pour conclure, encore une fois, soit on aime, soit on n'aime pas.